Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde. J'ai vu passer un message de l'ami Imaginos qui est probablement déjà sur Twitch et je vois qu'il y a déjà quelques personnes sur YouTube. Sur Peertube, il y a toujours les deux machins. Alors, coucou rapide de passage, je vais pas pouvoir être là, mais je laisse tourner la vidéo pour les vues. Eh ben, salut Asicia. Tant pis, désolé que tu sois pas avec nous. Et puis, bonjour Axel. Tu restes un petit moment ou comme Alicia, tu vas devoir nous quitter dans pas trop longtemps. Et salut Victor. Moi, on a les habitués là quand même. Hein. On a déjà du beau monde. Hein. Tu restes. Ok, c'est cool. C'est cool parce que je pense qu'on va parler de pas mal de choses qui vont t'intéresser. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai bossé. Mais avant, je vais vous montrer. Alors, ceux qui étaient là, le stream la semaine passée, vous vous souvenez peut-être vers la fin qu'il y avait une intervention de Mathias qui était un petit peu confuse, mais il a eu la bonne idée d'écrire non pas un mais deux articles de blog pour un petit peu préciser sa pensée. Un moment étrange. Ouais, mais enfin, c'est un petit peu le problème du... alors, jeune papa ne s'applique pas vraiment parce que c'est quand même son deuxième gosse, mais effectivement, il c'était un petit peu compliqué pour lui de devoir gérer en même temps les enfants, etc. Alors, oui, t'as lu les articles. Je sais pas si tout le monde ici a lu les articles, parce que moi, je me suis quand même un petit peu pris la tête pour aller les chercher. Du coup, voilà, sur le... Alors, je pense que là, ça va être difficile un petit peu à lire comme ça. Parce que c'est très petit. Je vais voir si j'arrive à zoomer un chouïa. Hop. Alors, comment est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Non, c'est pas ça. Évidemment, c'est pas ça. Bien sûr que c'est pas ça. Peut-être en faisant... Voilà. Jouk. On va revenir sur le truc. Ah, tu n'en as vu qu'un. T'as pas vu le Historic Express. Il y a un truc effectivement, il a fait ensuite un truc qui s'appelle cette caméra-là. Il a fait ensuite un truc qui s'appelle Science-fiction et exotisme. Mais d'abord, il avait fait donc un truc. Alias a fait une série stream, il parle de réécriture de l'histoire du monde de Tigre Volant. On s'appellera Eldoré. Lors du dernier épisode, il y a une conversation avec comment on peut simplifier un historique. Comme je suis arrivé tard sur le chat avec un téléphone mobile, mes commentaires étaient plutôt décousus. Bien une tentative de structurer un peu mes idées. La première observation, qui n'est pas particulièrement originale, c'est que les éléments récents du point de vue personnage sont plus importants que les éléments les plus anciens. Oui, tout à fait. Voilà, on est dans le truc qu'on disait. La seconde observation, c'est que l'importance perçue des événements est très différente de leur influence réelle. Ça, c'est vraiment assez super intéressant, et c'est là où ça tombe sur un truc qui est vraiment très bien. Les personnages ne sont pas particulièrement conscients de changements profonds et récents si ce changement ne fait pas partie de la narration historique, soit parce qu'elle est une gêne, j'imagine, défaite, ou simplement parce qu'elle est trop diffuse, trop subtile pour faire une bonne histoire, une transition soft par opposition à une transition hard. Les guerres font de meilleurs films que les mutations sociales. Dans d'autres, ça dépend des films, mais bon, on va pas pinailler là-dessus. Si on parle de films marquants, films d'action, tout ça, oui. Dans notre réalité, en Europe, la Seconde Guerre mondiale est bien plus présente dans la narration que la chute du rideau de fer, même si ce second événement est 45 ans plus proche. Alors là, je pense que ça dépend aussi un petit peu des régions. Typiquement, en Allemagne, je pense que le rideau de fer est un chouïa plus présent que par exemple en France. Sur ressemblance, c'est une transition qui se prête pas à la narration au récit national. De même manière, à la fin des années 60 a laissé une trace plus claire que les années 80. Contestation politique, révolte d'un côté, période de stabilité qui a pourtant été le départ de grands changements qui ont suivi. Là. Mais dans la culture populaire, en général, son avis se tient tout à fait. Je repasse sur le navigateur pour montrer la suite de l'article. Voilà. La troisième observation est que dans un univers de science-fiction, il y a une distance entre ce qui est marquant et important pour un personnage par opposition à un ou une joueuse, une réplique qui m'avait fait sourire dans la série Firefly. Psychic, though, that sounds like something out of science fiction. We live in a spaceship, dear. So?
Dans cet univers-là, un aspect classique de la science-fiction, les vaisseaux est parfaitement normal. L'autre, les pouvoirs psychiques, n'existent pas. Dans le futur, notre science-fiction sera une vieillerie. Tout à fait. La science-fiction, c'est une littérature du moment présent. La science-fiction ne parle pas vraiment de l'avenir, elle, en fait, parle du présent sous forme de métaphores futuristes. Dans l'univers d'Erdorine, Alias accorde une grosse importance aux chocs terriens, les changements induits de part et d'autre par la mise en contact des terriens d'un côté et la civilisation spatiale de l'autre. Le truc, c'est que dans l'historique du monde, à peu près 2 siècles séparent le premier contact du moment où l'on joue. Le schéma qui suit explique un peu la situation. Le petit bloc rose sombre représente 36 années d'Uchronie. Le second bloc rose représente la période jusqu'à la découverte du vol spatial. Le contact extraterrestre aux alentours de 2100. Le bloc en jaune représente 2 siècles de choc terrien. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que si on prend le fondamentalement, on a 1989 à 2089, et c'est à part quelques décennies de paix, c'est de la baston. On remarque assez vite que du côté humain de la question, ce choc dure depuis 8 générations et que, mis à part Gabriel Faure, tous ceux qui ont vécu son début sont morts depuis belle lurette. Exactement. Pour quelqu'un vivant en 2300, le contact extraterrestre est aussi proche du présent que pour nous la défaite et la capture du dernier pirate des Caraïbes, Roberto Cofresi, ou la mise en service de la première ligne de chemin de fer public en Stockton et Darlington. Ça fait sens. En 2300, le First Contact et All News, de chapitres sur les extraterrestres que les enfants ont à l'école, est fondamentalement le même que celui de leurs parents et de leurs grands-parents. Ça, c'est vrai. Effectivement, c'est un truc qu'il va falloir garder à l'esprit, mais ça, c'est vrai pour les terriens. On reviendra là-dessus, mais enfin, ça, c'est vrai pour le côté terrien de l'équation, ça l'est pas forcément pour le côté stellaire. Tout l'aspect le plus marquant d'Erdorine, à mon avis, c'est qu'il y a sur la planète Terre 200 ans de stabilité et de relative prospérité. C'est vrai. Alors ça, c'est ce qui devrait logiquement se traduire par une grosse activité culturelle. Alors ça se discute, mais bon, admettons. C'est pas forcément le truc le plus important. Dans un tel contexte, le terrien de base envisagerait tout ce qui n'est pas dans le bloc jaune comme histoire pré-spatiale avec plein de guerres, les machines à vapeur, les chevaliers, tout ça. Oui, c'est l'histoire pré-atomique. Dès lors, tu soulèves une question implicite auquel tu dois répondre. Ok. J'avance un petit peu sur le truc et puis tu me diras quelle est la question implicite parce que elle est tellement implicite que je l'ai pas remarqué. Quel est le point de vue du narrateur de TV? Ah oui, effectivement. Dans un tel contexte terrain de base, les États-Unis ont presque atteint la longévité de l'Empire ottoman, même s'ils ont perdu des bouts. Alors ils ont perdu des bouts, ils ont gagné des bons, ça dépend ce qu'on entend par États-Unis. C'est plus compliqué que ça. Pour quelqu'un qui a 25 ans en 2300, ça fait plus de 300 siècles que les humains volent dans l'espace, il y a toujours eu des extraterrestres, les différents blocs politiques ont toujours existé. Ça c'est vrai, ils ont toujours existé, enfin ça fait 2 siècles. Mais alors, gardez ça à l'esprit parce que moi aussi. Ok, mais quel est donc pour un joueur qui est habitué au classique de la science-fiction, cet aspect notamment ce qui nécessite le plus d'explications, alors que c'est la chose la plus normale pour le personnage. Le premier contact est d'ailleurs beaucoup plus proche dans le temps de notre présent 2025 que de 2300. Ouais, ok, je vois pas ce qu'il veut dire par là, mais c'est pas grave. Quelle est la conclusion? Je minimiserai au maximum l'historique, c'est jolie tournure de phrase, pour expliquer aux lecteurs de jeux de rôle comment l'univers et les changements sociaux récents, s'il y en a, ceux qui sont en cours, sans trop m'attarder sur comment on est arrivé là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on est arrivé à peu près à la même conclusion. Je le pressentais, hein. C'était assez, en écoutant ce qu'il disait, on avait tous les bouts étaient pas en place, mais fondamentalement, ça match quand même avec pas mal ce qu'on avait discuté. Je pense ceux qui étaient là la fois d'avant. Ça correspond assez à ce qu'on avait discuté, et en tout cas, ça correspond assez à ce que j'avais dans la tête. J'ai les machins, boum boum boum. Hop. Voilà. Et le deuxième article qu'il a écrit, c'est Science-fiction et exotisme. Le fait d'écrire mon billet concernant l'historique d'Erdorine et Tigre Volant m'a remis en tête un problème commun en science-fiction lorsqu'on parle d'interaction entre peuples différents, j'imagine.
À mon grand étonnement, j'ai réalisé que je n'avais pas encore écrit de billet à ce sujet, alors je le retrouve pas, je vais donc réparer cet oubli. La rencontre entre deux peuples, généralement avec des humains d'un côté, est un terme récurrent en science-fiction. C'est l'ingrédient de base de Star Trek, mais on le retrouve régulièrement dans la science-fiction classique et dans pas mal de fantasy. Il y a le contre-exemple, là c'est Star Wars, où fondamentalement tout le monde se connaît déjà, au point où des gens parlent des langues bizarres que les humains comprennent en fait. Même si, intradiégétiquement ils le comprennent, même si nous on comprend pas ce qu'ils disent. J'ai toujours trouvé ce côté assez marrant. C'est une des marques de fabrique, on va dire, des productions Star Wars. Et je trouvais ça assez cool parce que ça met vraiment le côté, ce que nous on considère comme exotique, eux ils considèrent ça comme parfaitement normal. Mon problème est très simple, la culture de l'espèce qui vient de l'autre bout de la galaxie est en général moins exotique pour un occidental de base que le Japon. Mon propos ici n'est pas de prétendre que le Japon est l'apex de l'exotisme ou de l'originalité, tout au plus que c'est une culture qui A existe, B est différente, C utilise de la technologie, D est généralement connue. Il existe certainement des cultures plus exotiques ou plus intéressantes sur Terre, mais ça ne fait que renforcer mon propos. Alors, je dirais qu'en plus, le Japon, pour y être allé, un des trucs qui m'avait choqué, mais presque littéralement, c'est à quel point il y a des coins qui ressemblent à la Suisse, et en fait, soudainement, il y a des éléments qui te disent non, alors on est en fait pas du tout là où je pense qu'on est. Donc, le problème de la science-fiction est que l'autre culture est souvent construite pour permettre un discours sur un sujet, une version moderne des Lettres persanes de Voltaire. C'est parfaitement normal si le but du texte est d'être un essai sur un thème, c'est plus embêtant quand on veut un univers de jeu de rôle. Le fait est que souvent la peuplade exotique, et surtout si en face on a les Américains qui ont tous le même pyjama. Le truc, c'est que le contact avec une culture exotique amène fatalement son lot d'influence, surtout si ce contact n'est pas purement colonial ou militaire. Malgré son développement, le Japon a quand même une grosse influence sur l'Europe. D'abord avec le japonisme du 19e siècle, les processus industriels après la Seconde Guerre mondiale, le graphisme des mangas et des animés dans les années 80, la cuisine, des mouvements comme l'art nouveau et la nouvelle cuisine ont été profondément influencés par le Japon. L'influence inverse a été encore plus importante, tout à fait. Putain, une anecdote de choc culturel que j'ai vécu, suffit pour ça que je quitte mon île. C'est les cultures insulaires, hein, on reste dedans complètement. Tac, je reviens sur la fin. C'est une des choses qui m'a irrité dans la série Star Trek Voyager. Le vaisseau erre durant des mois dans un secteur inconnu, rencontre des palanquets de cultures exotiques, acquiert des technologies à l'appel, mais ne change pas. Même vaisseau, même équipage, même équipement, la seule personne qui le ramasse est une humaine sauvée des Borg. Malgré les pertes, la capitaine ne parvient pas à recruter une seule âme. Je réalise que je place la barre très haut, concevoir une culture réellement différente est très difficile, mais pour concevoir un univers de jeu de rôle, il n'est à mon avis pas nécessaire de créer une culture complète, on peut commencer par concevoir son influence. Elle n'a pas besoin d'être cohérente, elle peut être parcellaire, incohérente, c'est aussi la première chose que les personnages vont vivre, bien avant de rencontrer les membres de l'espèce exotique. Alors là, on sort un petit peu du domaine de l'historique, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, j'ai quand même l'impression que dans Erdorin, j'ai fait pas mal d'efforts dans ce sens-là. Il y a des trucs où je pourrais aller plus loin et peut-être de façon plus volontaire, plus décidée. Mais c'est assez proche de pas mal d'idées que j'ai. Et en fait, le Japon, l'influence inverse a été encore plus importante puisqu'en fait, le Japon s'est volontairement inspiré des cultures européennes, françaises et britanniques notamment, au moment de son développement à l'ère Meiji. Tu racontais ton anecdote qu'elle peut faire un truc, il me fait rire. T'as grandi en Corse. Tu remarqueras que j'ai évité de faire le jumbo des villes. Ah, je vais faire un truc, je vais essayer d'agrandir un truc qui me paraît super chelou. Le petit truc pour afficher les commentaires est beaucoup trop petit. Maintenant, je quitte mon île et je me retrouve dans un coin de campagne du sud-ouest, donc une ferme. Ouais. Il y a des rappeurs qui ont fait une carrière avec moins que ça, hein.
Entrant dans la ferme, je regarde tout à fait naturellement à la gauche de la porte d'entrée, et là, je ne vois rien. J'ai comme une vague idée de ce que tu t'attendais à voir à gauche de la porte d'entrée. Il n'y a pas de râtelier d'armes, exactement. Mais ouais, mais des trucs comme ça, des trucs culturels, t'en vois tout le temps. Ceux qui me connaissent savent que je travaille pour une organisation internationale basée à Genève, et c'est une organisation dans laquelle on a 60 personnes, et on n'a pas loin de 60 cultures différentes. Un peu moins, mais enfin quand même beaucoup de gens. Et le nombre de fois où j'ai vu des trucs comme ça qui étaient notamment par exemple des gens qui ont une culture très tactile. Ils vont te serrer la main, ils vont te faire des hugs, etc. Et puis il y a d'autres cultures chez qui le contact physique c'est non, ça ne se fait pas. Et il y avait eu pas mal on avait eu pas mal de discussions comme ça sur ces trucs-là. Il y avait aussi assez typiquement les Américains qui débarquent et puis qui nous voient faire des pots de bienvenue avec de l'alcool, et c'est le genre de truc que tu ne fais jamais aux États-Unis. Je ne comprends pas, donc vous avez pas d'art vous défendre si on vous agresse. Bah oui, voilà, c'est un peu Ben non, ma petite dame, on est civilisés chez nous. La police, ça sert à ça. Eh ouais, c'est... Ça, c'est quand même un peu la police, ça sert à ça, c'est quand même un peu ouïa. Ça pique un peu comme remarque. Je vais me remettre en facecam, tiens, boum. Ce qui me permet de voir que... Hop, on va pouvoir changer ça. Hop. Ah, pour une île française à 200 km du continent, et t'exagères pas du... Bah oui, bah écoute, je pense qu'assez clairement c'est des choses qu'on voit, qu'on peut voir. Alors même, j'irai pas jusqu'à dire dans les cantons suisses, mais il y a quand même de temps en temps des choses un petit peu bizarres qui pop comme ça. De toute façon, à 200 km de la Suisse, t'es plus en Suisse, donc problème réglé. Alors... pouf. Je vais passer, alors maintenant que j'ai fait tout le blabla là-dessus, je vais repasser sur le texte. Alors là, en fait, ce que vous allez voir, ce texte-là le titre est à peu près le même. Non, c'est arrivé il y a pas longtemps. Mais là, le corps du texte, je l'ai complètement réécrit. Puis je l'ai complètement réécrit vraiment à l'arrache, c'est-à-dire de tête. Et vous voyez, en fait, là, j'ai un texte qui fait un poil plus de 6 pages par rapport à l'ancien historique qui devait en faire une 20aine. Et l'idée, c'était vraiment pour chaque chapitre de prendre les trucs les plus basiques qui se passent dans la période, essayer d'ajouter des trucs sur en quoi ça a un impact culturel, et puis de rajouter les c'est plus compliqué que ça, et encore là j'en ai viré beaucoup. J'ai vraiment gardé que les trucs les plus importants. Pourquoi j'en ai viré beaucoup? Parce qu'il y en avait pas mal qui faisaient faire référence à des choses que je n'ai pas gardées dans le corps du texte principal. Parce que ok, ça existe, ok, c'est marrant, mais dans le cadre de ce chapitre, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas capital. Du coup, boum. Si je revenais sur le bon truc, là, voilà, touc. Donc là, il pourrait y avoir une intro, parce que pour l'instant, c'est vraiment un peu à l'arrache. Donc, touc, il n'y a que les terriens qui soient réellement intéressés à l'évolution des espèces et aux théories de ce genre. Eldar et Atlantis en tapent ostensiblement. Les Karlan évacuent la question en 3 lignes. Quant aux Siani, ils ont des théories qui tiennent plus de la légende que des faits scientifiques. Donc, dans l'essai plus compliqué que ça, il n'y a aucune théorie scientifique solide sur l'origine des différentes cultures de la sphère. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y en a eu plusieurs, ainsi qu'une intervention extérieure.
Une théorie fait des Siani une race de serviteurs créés par des entités mal définies et égarées dans des circonstances tout aussi floues. C'est même pas forcément nécessaire. Quand la Fédération des Hautes-Terres a envahi la planète des Talarides, elle a bien évidemment tenté d'imposer une théorie unique. J'en ris encore. Oui, ça pourrait même ne pas rester puisque ça faisait référence à un truc que j'avais expliqué à propos du fait que les Talvarides ont quasiment une explication par tribu. Pourquoi Atlani et Karlan ne sont pas en majuscule? J'avais déjà expliqué ça il y a quelques sessions. J'ai décidé de passer les noms des peuples en minuscules. Après, je suis pas certain que je vais garder ça parce que je me suis aperçu que typiquement j'utilise le mot terrien un petit peu comme un nom de peuple et du coup terrien est en majuscule, mais pas les autres. C'est un petit peu chelou. Donc pour l'instant, en théorie, tu n'es pas censé mettre une majuscule à un nom de race entre guillemets. C'est en tout cas il me semble qu'en typographie française c'est pas quelque chose qui est admis. Là, c'est vrai qu'il y a une question de qu'est-ce qu'on fait avec le terrien. Mais bon. Alors ensuite, Eldar Atlani et Terrien ont une origine commune, Erdorin la Terre. Oui, alors il y a des si on parle de typographie, normalement il devrait y avoir une demi-espace insécable avant les grands signes de ponctuation, les deux points, les points d'exclamation, etc. Là, comme en fait tous ces textes-là, j'avais tapé sur Notes, donc un logiciel de pure prise de notes. Il n'avait pas rajouté ça automatiquement, j'ai pas voulu me faire chier avec, je le rajouterai plus tard. Ça c'est typiquement quelque chose que je rajouterai plus tard. Mais donc si vous voulez pinailler là-dessus, c'est pas nécessaire pour le moment. Alors, dans la culture populaire, c'est un âge qui rappelle beaucoup les clichés du médiéval fantastique avec des chevaliers héroïques face à un noir ennemi, le tout sous le regard de dieux colériques. Selon la légende, c'est justement la colère des dieux qui met fin à cette période par un hiver éternel. Eldar et Atlani quittent Erdorin au cours d'un événement appelé l'exil. Alors, vous voyez, c'est vraiment turbo résumé, là c'est vraiment on sabre un maximum. Ce terme exil note bien la place qu'a Erdorin dans l'imaginaire collectif des peuples stellaires. La planète est lieu de naissance, le lieu de naissance, là je vois que j'ai oublié le lieu de naissance dont ils ont été exclus. Les Terriens en sont souvent vus comme des cousins lointains, un peu arriérés, mais on fait avec. Les dits Terriens, eux, ne se contentent pas de la narration officielle. Axel, je suis content que ça plaise. Alors on va voir comment ça continue plus loin, parce que là j'ai vraiment, en fait là sur les 6 pages que vous voyez, donc 6 pages et quelques virgules, si vous voulez regarder la colonne de gauche, il y a tout l'historique. Ça a vraiment et on est donc sur moins de 2000 mots. Par opposition à, si je veux regarder, je vais juste jeter un œil sur l'ancien, il était à 9000 mots. Donc là, on est à un poil plus de 20% de ce qu'était l'autre. Donc, c'est plus compliqué que ça. 7 vaisseaux sont partis d'Erdorin, 3 pour les Eldar, 3 pour les Atlani. Personne ne sait ce qu'il est advenu du 7e. Ça a fondu. Oui, alors ça a pas mal fondu. Une fondue. Enfin bon. Sur Erdorin, quelques rares îles de civilisation survivent, mais sont trop rares et trop épars pour avoir un réel impact, sauf au niveau des légendes locales. Ensuite, les premiers âges stellaires, la période de quelques millénaires entre l'exil et la découverte de la propulsion hyperspatiale, et celle de la construction de la plupart des nations stellaires, Eldar, Atlani, Karlan et Siani, chacune dans leur coin. Elle est, dans l'absolu, peu représentée dans les cultures des principaux intéressés, a laissé peu de traces archéologiques, elle contient cependant des grandes avancées technologiques et des mutations culturelles majeures, mais elle est vécue comme en isolation des autres peuples et donc peu intéressante. Donc là, on va dire, on reprend l'idée de commencer par une description de qu'est-ce qui se passe dans la période et ensuite de l'impact que ça a au niveau culturel. Alors, c'est plus compliqué que ça. On a les frontières entre les différents peuples et leurs diverses nations n'ont jamais été imperméables. Il y a eu longtemps des contacts officieux. De même, il y a de fortes soupçons de transfert de technologie, lire vol, entre les différents peuples. Donc ça méritera peut-être d'être un peu développé sur la première partie en expliquant que qu'est-ce qui se passe où, mais vraiment faut rajouter une ligne, mais pas grand plus. On passe à l'Arlorientour. L'Arlorientour, c'est avant tout une grande nation stellaire qui va inclure Eldar, Atlani et Siani. Par extension, elle a fini par désigner toute la période. Alors c'est encore plus compliqué que ça parce que techniquement, Arlorientour, ça désigne un des 3 éléments
de commandement de l'État. Donc normalement l'Elta, si je me souviens bien, c'est l'Eltarandor, le vrai nom de l'État du Grand Empire Eldarin, parce qu'il n'est pas vraiment un empire, mais enfin voilà, et qui est donc dirigé par l'Arlorientur au niveau politique, le Dagarentur au niveau militaire et le Varsientur au niveau marchand. Pas la peine, il y aura pas d'interro écrite à la fin, donc vous avez pas besoin de vous souvenir de ça. Mais enfin, en fait, l'Arlorientur, c'est le commandement politique qui désigne l'État, qui désigne la période. Voilà. Dans un premier temps, jusque vers -3000, c'est une période d'expansion avec la formation et la colonisation de dizaines de planètes, puis commence la guerre stellaire qui se termine par une guerre civile à travers l'espace Atlano-Eldarin. Pour les peuples stellaires, l'Arlorientur est une sorte d'âge d'or, la concrétisation d'une sorte d'empire interstellaire bienveillant, en paix et prospère, suivi par une guerre stellaire propice aux grands exploits épiques et qui se conclut par une catastrophe, une guerre civile qui met l'espace connu à feu et à sang. Hormis les Karlan qui en ont une vision nettement moins positive, qui pourrait se traduire par des étrangers essayer de contester notre périmètre défensif, il était intéressant de voir que les Atlani, même les Siani, en ont un peu la même image. Dans les suites compliqués que ça, s'il n'existait pas de relation formelle entre Arlorientur et le haut commandement Kalan, il y avait des contacts plus informels. Oui, Blag Eldarin aussi. Et la question, mais au fait, il y a quoi de l'autre côté de l'espace Karlan? C'est même pas forcément une question qui peut rester là, ça pourrait aller dans la partie géopolitique le chapitre géopolitique, mais voilà. Ensuite, il y a une période que j'ai appelée le grand apaisement. Et là, il faudrait peut-être que je rajoute d'ailleurs des dates, puisque c'est grosso modo de -600, c'est ça, j'avais marqué -600, oui c'est ça. J'ai mis les dates complètement au pif, il y a des dates plus précises, mais je verrai si je les rajouterai. La guerre stellaire a duré 2400 ans, oui. La guerre stellaire a duré 2400 ans, mais il faut pas voir ça comme étant une guerre de haute intensité pendant 2400 ans. C'est pendant 2400 ans, il y a une situation de guerre avec des planètes qui changent de main, des habitats qui changent de main, des bastons dans l'espace, et au fur et à mesure ça dégénère. On va dire que c'est vraiment peut-être la phase la plus intense, on va dire, c'est peut-être les 150 dernières années de cette guerre. Alors, pouf. Est-ce que j'ai fait la connerie? Non, 7500, normalement, justement, pour les dates, il n'y a pas d'espace. Là, pour 12 000, je suis même pas sûr qu'il y a, faudra que je vérifie. Voilà, la période entre la fin de l'Arlorientur et l'arrivée des Terriens, soit près de 3000 ans, est appelée ainsi parce qu'après la guerre civile, tout le monde se calme un grand coup. C'est une période qui est vue soit comme une forme de dépression au niveau civilisationnel, soit comme le moment de souffler et de repartir sur des basses scènes. Dans les suites plus compliquées que ça, on a, au cours des siècles qui suivent, la taille de la sphère se réduit environ de moitié, beaucoup de colonies ou d'habitats extérieurs perdent le contact. Quelques clans Eldarin s'impliquent dans les affaires terriennes, l'initiative est très mal perçue par le Kepmes et encore plus par la République Eldarin. Touk, où je suis là? Voilà, reviens là, toi. Alors, ensuite, on passe à la Troisième Guerre mondiale terrienne et les années d'ombre entre 1989 et 1992. Les blocs communistes, Chine et URSS et capitalistes, USA, Europe, s'affrontent au cours d'un conflit apocalyptique qui se conclut par un échange nucléaire fin 1992, faisant à terme près d'1,5 milliard de victimes. Les conséquences majeures du conflit, appelées années d'ombre, commencent à se dissiper vers 2012. Si cette guerre a un impact majeur sur les civilisations terriennes, elle a également des échos auprès des peuples stellaires. Le fait que les terriens aient provoqué et survécu à une telle catastrophe est une source d'effroi et un peu de respect aussi. Donc, dans les siècles plus compliqués que ça, dans cette histoire, le comportement de la Chine est à peu près tout sauf rationnel. Personne n'est en mesure de donner des raisons sérieuses sur le pourquoi du truc, mais il existe une grande quantité de conspirations. Par exemple, l'œuvre d'Arsians, ou un complot du Kepes, ou un plan machiavélique de Gabriel Faure. Deuxième point, il y aurait eu sur Terre quelques œuvres majeures en cours de réalisation et certaines des frappes nucléaires de 1900. On va juste rajouter 2-3 trucs. D'ailleurs, il y aurait... En fait, je me demande si je vais le garder. En fait... Certaines des frappes nucléaires auraient pour quelques traces d'intervention, quelques traces embarrassantes d'intervention extraterrestre. On va faire ça de façon plus
En fait, il faudra peut-être que je rajoute des trucs qui sont du pur pipeau à un moment donné. Mais bon, ça c'est le gros point de divergence dans l'univers d'Erdorin. Un peu tout ce qui s'est passé dans notre monde entre mettons 1990 et 2020 n'a pas eu lieu. Ou alors bien plus tard et probablement sous une forme différente, genre Internet. Et ça, je pense en fait, ce truc-là, je vais peut-être en faire un chapitre séparé, en tout cas une section séparée, un encadré, pour expliquer vraiment, le mettre en avant quels sont les trucs qui ont vraiment changé. Tiens, petite question, j'ai fait des changements dans le réglage pour parler de totalement autre chose. J'ai fait des changements dans les réglages de la connexion pour avoir un temps de latence plus court. Donc normalement, il me semble que du coup le temps entre vos questions et mes réponses est plus rapide. Est-ce que ça se sent? Est-ce que ça a un impact au niveau de la qualité du stream? Si vous avez des feedbacks là-dessus, n'hésitez pas à le mentionner. Je garde un œil sur ce qui se passe sur les autres plateformes. Ok. Bon bah comme d'habitude, venez armer l'endroit est désert. Hein, ça, je ne fais pas trop d'illusions là-dessus. Tu confirmes quoi, que ça marche bien? Test, ouais. Je vois que c'est 9h30. Ben, c'est plus fit dans l'interaction entre toi et nous. Ok, c'est bien, donc. J'ai pas mis normalement sur YouTube, il y a 3 réglages de latence. J'ai mis le réglage intermédiaire. J'ai pas mis le réglage supérieur parce que je pense que là, ça va dropper des frames. Donc, tant mieux. Tant mieux. Alors, la 4e guerre mondiale terrienne de 2053 à 2090, plus longue mais paradoxalement moins cataclysmique que la précédente, cette guerre mondiale voit l'ascension de la Fédération des Hautes-Terres qui conquiert et assimile les 3/4 de la planète. 3/4, je crois qu'il y a un trait d'union, j'en suis pas sûr. Alors, bim. Franchement, j'aime bien comment c'est synthétisé, et puis, pour qui veut du plus détaillé, tu pourras le fournir à côté pour les gros curieux. Exactement. Et techniquement, les gros curieux peuvent télécharger Tigre Volant 3. Il y a un peu tout dedans, hein. C'est gratos en plus. Le temps de latence est vachement plus court. Bah écoute, tant mieux que ça. Que le temps de latence soit plus court, ça, ok. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas de perte de qualité. Axel approved. Je t'empole. Alors, donc, pour les terriens, c'est un épisode plus marquant car il scelle. Mais c'est elle, la guerre. Il scelle le paysage géopolitique planétaire et est souvent utilisé dans des romans nationaux pour renforcer le sentiment patriotique. Les civilisations stellaires y voient plus une forme de stabilisation de la planète, ce qui est considéré comme plutôt positif, vu que dans leur esprit, les terriens vont probablement rejoindre la sphère dans un siècle ou deux. Sauf qu'en fait, c'est chose faite en 2100. Dans les c'est plus compliqué que ça, si la Fédération des Hautes-Terres a mené une grande partie de ses conquêtes à la force des baïonnettes, elle a également su jouer de la corruption, voire du retournement idéologique d'un certain nombre d'acteurs dans les nations conquises. Depuis 2070, déjà, l'existence de civilisations extrasolaires est un secret de polichinelle, en tout cas pour les dirigeants. Et on arrive au choc terrien, bim. Alors, si le terme est souvent utilisé pour couvrir toute la période allant grosso modo de la fin de la 4e guerre mondiale à nos jours, il concerne surtout les quelques décennies entourant l'entrée des nations terriennes au Cap Mess au début du 22e siècle. En fait, c'est une question générationnelle, justement. Alors, on revient à ce que disait Mathias. Pour les terriens, une génération dure environ 30 ans, mais pour les Eldar, c'est plus proche de 300, voire 500 ans. Ce qui signifie que oui, il y a pas mal d'Eldar qui n'ont pas encore complètement intégré l'existence des terriens. Chez les terriens, la découverte de civilisations extraterrestres met en question pas mal de dogmes, apporte un bond technologique conséquent, mais aussi provoque pas mal de remous économiques et sociaux. Quant au peuple stellaire, ils découvrent souvent avec effroi que les barbares sont à leur porte, parfois littéralement, ou quelque chose d'approchant. Les plus pragmatiques se disent qu'il y a des affaires à faire. Oui, ça veut dire Siani, mais pas que. Ensuite, on saute à la 2e et 3e guerre, aux 2e et 3e guerre stellaires. Alors là, j'ai mis les dates au pif. Il faudra que je vérifie, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là.
La nation terrienne qui va poser le plus de problèmes au reste de la sphère, c'est sans conteste la Fédération des Hautes-Terres qui a un appétit d'ogre. Elle va d'ailleurs avaler un certain nombre de planètes sans toujours demander leur avis aux principaux intéressés. Dans un premier temps, elle va se heurter à ce qui est officiellement une alliance de clans marchands, puis carrément au haut commandement Karlan. Et si elle se prend quelques tannées mémorables, il résiste de façon très honorable et devient une force militaire avec laquelle il faut compter. Donc c'est plus compliqué que ça, le scénario est souvent le même, les Highlanders font une connerie, se font jeter du Kepmes ou le kit, alors là le problème c'est que c'est un truc qui est marrant, je suis pas sûr que je vais le garder parce qu'en fait ça fait référence à des trucs qui sont pas mentionnés dans l'historique. Donc les Highlanders, tout un truc pour se faire pardonner, intègre le Kepmes, les médias européens appellent ça le Tango Highlander. Bon. L'alliance marchande de la demi-guerre stellaire est la première fois depuis peut-être 3000 ans que les Eldar font montre, les Eldar avec une minuscule du coup, faut quand même que je sois un peu cohérent là-dedans, font montre d'une capacité militaire, même si les autorités de la République prétendent que ce n'est pas le fait de leur vaisseau. Boult Expert pense que le démantèlement total de leur armée, c'est du pipeau. Alors là encore, c'est un truc, le démantèlement total de l'armée, ça n'est pas mentionné dans le truc. Donc je sais pas encore si je vais peut-être faire un truc. Hop, voilà. Pour la troisième guerre stellaire, l'intervention de la force d'interposition marque un tournant. Oui, alors là, du coup, je me retrouve avec pas mal de c'est plus compliqué que ça, qui font référence à des trucs que j'ai volontairement ou involontairement shooté du truc, mais qui peuvent se réintégrer là-dedans. Pour la troisième guerre stellaire, l'intervention de la force d'interposition du Kepmes, ça serait pas mal de marquer que c'est du Kepmes. Marque un tournant, une tierce partie neutre ou supposée telle a les moyens de mettre fin à une guerre. Dans la pratique, cette première intervention a bien failli être la dernière. Son efficacité fut telle que tous les gouvernements de la sphère décidèrent d'emballer la FI dans une dose indécente de papasserie. Et enfin, les expressions deuxième et troisième guerre stellaire sont le fait de médias terriens, ce qui fait ricaner les peuples stellaires. Bon, peut-être que je développe un peu plus là-dessus, mais il me semble qu'il y a un truc dans le chapitre des civilisations. Je crois que j'ai mis un truc là-dessus. Ensuite, on avance. Les guerres corporatives. On pourrait voir cette période qui court sur toute la première moitié du 23e siècle comme une continuation. Oui, parce que si tu compares un truc qui a lieu entre deux nations pendant 30 ans à une guerre qui a ravagé toute la galaxie pendant 3000 ans, donc bon, excuse-moi, mais non, quoi. Mais bon, en même temps, les Atlani, ce que je crois avoir expliqué dans le chapitre des civilisations sur les guerres, justement, c'est que les Atlani ont tendance à sous-estimer tout ce qui n'est pas un conflit majeur, ils appellent ça des incidents. On pourrait voir cette période, donc la guerre corporative, comme une continuation des deux précédentes guerres stellaires, mais dans la frontière. Les guerres corporatives en elles-mêmes, pluriel, entre guildes de transport dans cette même frontière sont une continuation, une conséquence de l'activité Highlander et se confondent rapidement avec elle. De date à retenir l'invasion de Trian en 2207 et la destruction de Présidiane en 2245. Ces décennies ont beaucoup fait pour l'image de la Fédération des États de la Frontière, de la coalition de mercenaires et de la Dame de Fer en particulier, notamment en calquant des notions romantiques autour des nobles pirates ou corsaires et de mercenaires au grand cœur. Cette image est d'ailleurs partagée aussi bien par les terriens que par des peuples stellaires, sauf peut-être les Karlan. Et donc là, on a la destruction de Présidium. Présidiane est considérée par pas mal de monde comme étant fortement sujette à caution, mais tous ceux qui ont essayé de s'en approcher ont été accueillis à coups de missile par la Dame de Fer. Voilà, pouf pouf. Le truc, c'est que ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'en faisant ça, j'ai viré un certain nombre de choses qui sont dans l'historique, mais qui concernent des trucs qui sont pas, qui remuent pas beaucoup en fait. C'est pas que c'est pas intéressant. Hein, je veux dire, là encore, c'est l'historien qui parle. Pour moi, tout est intéressant. Mais il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses que je pense que je vais sinon virer, du moins vraiment passer sous silence. Qui est toute l'histoire des mouvements terroristes aux mercenaires sur Terre comme The Web, etc. ou Cash and Kill. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas forcément super. C'est pas vraiment raccord avec le reste du truc. Cash and Kill, d'ailleurs, au passage, c'est un truc que j'ai directement volé à une bande dessinée. Alors je l'ai volé à deux trucs. Je l'ai volé à l'origine à enlever de la garniture, mais inutile pour le plat principal. Oui, c'est presque les trucs en gélatine, les petites formes en gélatine qu'il faut geler sur le plat. Et que t'es pas censé manger en vrai, parce que c'est pas super bon.
Le Cash and Kill, j'ai piqué ça aux Armureries d'Icher, si mes souvenirs sont bons, qui est un roman de Van Vogt, dont je n'ai absolument aucun souvenir autre que ça. Et Cash and Kill, de nom, j'ai carrément pompé le nom, c'était dans une bande dessinée, et je crois que c'était un 421. Pour ceux qui se souviennent de cette espèce de pastiche de James Bond qui paraissait dans les Spirou à la fin des années 70, début des années 80. Il y avait ce truc Cash and Kill, et c'était des bureaux, enfin c'était vraiment un truc très James Bondien où tu rentres dans une boutique de mode, t'as un mot de passe, on te donne un costume, tu rentres dans la cabine d'essayage, la cabine descend, t'as un terminal informatique, tu fais des commandes, etc., etc. Ah, excusez-moi, j'ai un spammer sur Twitch, il faut que j'aille dégager le petzouille, boum. Alors, tu vas te faire ban. Tu vas te faire signaler, tu vas te faire spam, suivant, falsification de l'audience, suivant, et c'est du cheap followers. Va falloir, je vois s'il n'y a pas un moyen de faire ça automatiquement. Pim, bloquer l'utilisateur. Dehors, voilà, Raus. On est passé du kebab assiette avec garniture dessert à kebab à emporter. Oui, bah... Et puis, pas la peine de mettre tout l'aluminium autour, t'as juste la petite serviette. C'est super bien résumé, ça reste solide quand même. J'espère, merci en tout cas, merci pour les retours. Donc, le retour des colonies perdues au cours des dernières décennies du 23e siècle, le Capmes monte plusieurs expéditions dans le but de retrouver des habitats et des planètes perdues lors de la fin de l'Orient Tour. Le point d'orgue, c'est la découverte de l'El-Kharaziri, une survivante de l'Orient Tour enquistée dans l'espace Karlan. Une brève alliance se forme cette nation à la Fédération des Hautes-Terres, elle ne dure pas très longtemps. Touk. Alicia mange les deux aussi vite. Bah, j'espère qu'elle mange pas l'aluminium avec, parce que c'est vraiment pas bon. J'ai déjà essayé. Ça, c'est une de mes grandes hantises. Quand je bouffe des kebabs galettes, ils emballent ça dans du papier alu, et je passe un temps incroyable à démonter le papier alu pour éviter de mordre dedans, parce que c'est vraiment un goût ignoble. Alors, dans le même temps, plusieurs membres de la Fédération des États de la Frontière font sécession et recréent les principaux États-Unis, s'opposant à la fois. Alors là, j'ai pas fini, parce que typiquement les éléments culturels, là, je les ai pas mis en avant. Mais en même temps, c'est pas forcément des choses qui sont très importantes, puisqu'on est vraiment là au contact en fait du début. On arrive à 2300, donc on arrive au début de l'histoire. Voilà. Alors, du coup, je suis content en fait que ce résultat vous plaise. Moi, vraiment, je trouve que ça s'approche de ce que ça se rapproche vraiment au plus près de ce que j'ai envie de faire. Faudra que je le soumette là. Il va falloir que je fasse des crash tests avec les collègues de 2D sans face pour voir ce qu'eux en pensent. Mais du coup là, je pense qu'il y a quand même un truc qui est vraiment, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est vraiment pas mal. Je suis assez content de moi d'une certaine façon. Ça fait un peu con de dire ça, mais enfin bon, c'est quand même un petit peu un truc sur lequel je me battais pas mal depuis pas mal de temps. Franchement réussi, elle est essentielle pour comprendre l'historique. Bah écoute, oui, je suis content. C'est vraiment le but du truc. Voilà, alors l'idée c'est aussi un petit peu, idéalement, il faudrait que les autres chapitres aient à peu près ce même genre de structure d'une certaine façon. C'est-à-dire d'avoir un corps de texte qui va vraiment à l'essentiel, d'avoir des trucs qui se rajoutent derrière, mais qui sont sous une forme. Alors là, après, il va falloir toute la question de la mise en page. De comment est-ce que je monte ça dans une mise en page pour que ça soit assez équilibré. Puis il va falloir quand même aussi placer des illustrations à un moment donné. Encore que les illustrations, ça peut très bien être aussi des pleines pages et pas s'embêter à essayer de coller des trucs en plein milieu des textes. Ce qui est toujours franchement casse-gueule à faire. Et donc, en tout cas, pour l'idéal, ça serait de faire ça en tout cas pour les peuples. Ce serait de faire ça aussi pour les
pour la géopolitique, donc pour tous les nations, toutes les organisations et nations, toutes celles que je vais garder en tout cas. Et puis aussi tout ce qui est civilisation, ça c'est peut-être plus difficile de le faire sous ce format-là, encore que il y aura sans doute des choses à faire. Alors c'est clair que du coup ça va passablement réduire la masse de texte, ce qui est un petit peu le but de l'histoire. Mais voilà. Donc en tout cas, déjà, c'était ce qu'il y a de bien en fait, c'est que toute la discussion avec Thias, même si elle était très confuse au départ, le fait qu'il ait fait ces 2 articles de blog, ça a quand même reposé pas mal de trucs avec lesquels je suis tellement d'accord qu'en fait il y en avait certains, j'avais déjà eu l'idée au départ. Donc et puis tout le côté culturel, ça rajoute quelque chose qui je trouve est assez intéressant. Et je pense que dans le cadre de faire un historique pour un jeu de SF, alors il y a un truc dont j'avais pas discuté, mais dans son article sur science-fiction et exotisme, il y a toujours un truc dont il faut un petit peu se méfier. C'est que faire des cultures exotiques, c'est bien, mais il arrive un moment donné où si c'est trop exotique, tu vas perdre tes joueurs, tu vas perdre tes lecteurs, tu vas perdre tes joueurs, tu vas te retrouver avec un peuple avec lequel il y a aucune accroche qui peut vraiment se faire. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans les trucs de science-fiction. Et là, de ce point de vue-là, je crois que je vous avais parlé des bouquins de Kat Rambo, le Disco Space Opera, dont j'ai déjà lu 3 tomes. Alors, il semblerait qu'il y en ait 10 au total. Trop d'exotisme tue l'exotisme. Disons que le truc, c'est que trop d'exotisme tue l'empathie, en fait. Et ce que j'avais trouvé assez intéressant, il y a un personnage dans l'histoire qui est en fait une sorte de poulpe qui flotte, je sais plus si elle flotte dans un truc antigrave ou pas. Et en fait, déjà on apprend que la bestiole en question, c'est pas une bestiole, c'est une symbiose de 5 ou 6 créatures distinctes qui se sont mis ensemble pour faire un sorte de super organisme. Et c'est une créature qui en fait s'est automodifiée en rajoutant des implants, des machins, des choses, des bidules, pour être particulièrement sensible au contact. Et donc, c'est une bête de sexe qui cherche à coucher avec un maximum de gens, parfois en même temps d'ailleurs, même si biologiquement c'est pas compatible, c'est juste pour le contact en fait. Et du coup, il y a même si c'est une créature qui n'a absolument rien d'humanoïde ou quoi que ce soit, il y a quand même cette empathie qui se fait par le sexe, c'est voilà, d'une certaine façon. Mais j'avais trouvé l'idée du personnage qui était vachement intéressant. C'est encore un de ces bouquins où humains, non humains, c'est tous un petit peu des obsédés sexuels, et puis fondamentalement les différences physiques, c'est pas très très important en vrai. Vous avez toute la série des Wayfarers de Becky Chambers notamment, qui est aussi dans Les Voyageurs en français, qui a ce même côté-là. Que je trouve vachement cool en fait, c'est si un truc que je devrais retenir pour Erdogan, d'avoir cette idée. Bon, déjà c'est souvent des trucs un peu ras du sol. Donc c'est pas des choses dans lesquelles il va y avoir des grands événements, des empires galactiques, des trucs. Enfin si, il y a ça, mais c'est un petit peu en tâche de fond, en toile de fond, et on s'y intéresse pas trop. Et de toute façon, les joueurs vont les personnages vont pas interagir avec ça. Ils vont faire leur petit truc dans un coin, et puis il y a plein de petits détails sur comment les gens vivent, comment les stations spatiales sont organisées. Il y a cette fameuse station spatiale où en fait ils ont plein de serres, et du coup la merde est un moyen de paiement, justement pour pouvoir avoir un terreau fertile.
Donc il y a vraiment plein de détails comme ça qui à mon avis sont vraiment intéressants. Alors pour l'exotisme, je pense qu'il faut un petit peu se méfier. Il faut quand même qu'il y ait un contact. Les peuples qui sont vraiment non humains, je veux dire quelque part les Eldar, les Atlani, les Terriens, les Karlan d'une certaine façon, déjà c'est la même espèce et ils ont quand même des cultures qui, pour pas mal de trucs, il y a quand même beaucoup de points de contact. Mais par contre, typiquement les Siani, là on est assez à fond dans l'exotisme. Mais même comme ça, il peut y avoir des différences assez majeures. Et la grosse différence en fait qu'il y a fondamentalement entre les Eldar, les Atlani d'un côté et les Terriens de l'autre, c'est l'espérance de vie. C'est le fait que tu vas avoir des personnes qui vont vivre un Eldar en théorie. Alors c'est plus compliqué que ça, bien évidemment, parce que tout est toujours plus compliqué que ça, et surtout dans Erdorin. Mais les Eldar, ils deviennent adultes à environ 150 ans. Alors qu'un Terrien à 150 ans, il devient mort en général. Mais du coup, ça change de 3 trucs au niveau des générations. De comment aussi les changements, généralement un changement civilisationnel important, il faut une génération pour l'absorber. Et c'est un petit peu aussi pour ça que 2300 est une date intéressante dans l'univers d'Erdorin, parce que c'est 200 ans après l'arrivée des Terriens, et c'est une période où justement on commence à avoir des Eldar qui arrivent à l'âge adulte et pour qui il y a toujours eu des Terriens. Alors, là encore, il y a des variations, il y a des choses, il y a des planètes, par exemple, il y a une planète sur laquelle il y avait déjà des Terriens avant le choc terrien, mais ça reste quand même une petite minorité, alors que là, on a vraiment un truc qui a un gros impact. Voilà. Je vais gentiment pas tarder à arrêter là pour cette session. Il y a un truc que je pense faire parce que je suis pas certain que je vais continuer le rythme des lives toutes les semaines. Mon idée, là, je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je vais faire ça, mais il est possible qu'à partir de octobre, je fasse un live le jeudi pour ce qui soit pas musique, donc souvent la réécriture de jeux de rôle, et la semaine suivante ça sera le vendredi, et ça sera le stream Radio Erdorin, donc ça sera le stream musique. Donc l'idée c'est de faire une semaine sur 2 musique, l'autre semaine pas musique, généralement jeu de rôle, mais pas forcément, aussi autre chose. En tout cas tel quel c'est bien. Écoute, je suis content que ça te plaise. Je suis content que ça plaise en fait à tous les gens qui sont là, et qui visiblement personne n'est venu dire nah je veux pas, etc. Donc alors soit vous êtes peut-être trop poli, ça c'est possible aussi, mais en tout cas et une fois musique et JDR. Alors pense à cette question: quel est le point de vue du narrateur de TV? Si c'est un humain c'est mieux, mais pour le lecteur ce n'est pas forcément ce que tu veux. Écoute, je pense pas qu'il y ait un narrateur. C'est en tout cas pour le narrateur c'est moi. Voilà, c'est que grosso modo c'est le narrateur omniscient qui connaît tout, c'est moi, je suis l'auteur et c'est moi qui vous raconte un petit peu ce que j'ai envie de vous raconter. Donc je pense pas qu'il y ait, je vois ce que tu veux dire là-dedans, il y aura peut-être des suppléments, il y a toujours un narrateur, oui, mais voilà, mais je suis pas certain qu'en tout cas pour le livre de base, ça soit une bonne idée d'avoir un narrateur autre qu'une 3e personne qui fasse un peu narrateur omniscient d'une certaine façon. Après, pour des suppléments, ça peut se discuter. Alicia, tu dis une fois musique et JDR. C'est une idée. Ça va être c'est un petit peu compliqué. Alors, je pourrais faire un truc sur les influences musicales d'Erdorin. Mais ça veut dire c'est tout ce que j'écoute en fait. C'est un peu le bazar,
Donc c'est pas impossible. Ça et encore, il y a un petit moment que me titille l'envie de parler de progression, hein, le roman Alter Dorine. C'est juste que j'ai un petit peu la honte parce que j'ai pas continué à écrire, principalement parce que je sais pas trop où aller avec. Mais voilà. Ben, si tu dis, c'est pas que je préfère le narrateur omniscient, mais c'est que je vois pas de raison particulière de changer le style d'écriture d'Erdorine 2300 par rapport à ce qu'était TV3. Et TV3, c'est quand même un petit peu Tonton Alias vous raconte l'histoire de son univers en faisant de temps en temps des blagues à la con. Voilà. Du coup, j'ai réglé le problème de la même manière pour l'os. Bah oui. Mais je pense que pour un livre de base de JR, alors là encore, il y a des exceptions. Hein. On peut parler d'inclure des citations de romans pour montrer d'autres narrations. Mais le seul contre-exemple que je vois là-dedans, c'est Château Falkenstein. Et Château Falkenstein, c'est une exception. Une idée comme ça, quel style de musique pour telle culture peuple Eldorine. Alors j'avais déjà mentionné ça dans la civilisation. En tout cas en partie, avec notamment le fait que, principalement, musicalement, les Eldar, ils sont super chiants. Ils font des trucs, en fait, ils aiment pas mélanger les instruments, ils aiment pas mélanger les mélodies. Alors typiquement, le rock progressif, j'en parle même pas, c'est juste non, ouais. Parce que t'as la basse qui fait un truc, t'as la guitare qui fait un autre truc, et le chanteur qui fait un troisième truc par-dessus. Non, là, c'est pas possible. T'imagines le père Blaise dans Kaamelott qui pète un câble avec les histoires de tierces, machin. Et puis Thias avait écrit un truc sur les Siani. Les Carlan, on n'est pas sûr. Puis bon, les Carlan aussi. Alors le truc du narrateur, je vois un petit peu ce que tu veux dire d'une certaine façon, parce qu'il y aurait typiquement des choses que je ne dis pas dans le livre de base, mais pourquoi est-ce que je les dis pas? Le choc musical Eldarin, bah oui. Mais typiquement, j'essaie de trouver un exemple, que j'avais vu un truc à un moment donné où soudainement des gens qui sont élevés dans une certaine culture découvrent une autre culture et ça leur... Alors, t'as deux solutions. Soit quand tu vas découvrir une autre culture qui est passablement différente de la tienne, soit tu vas rentrer dans ta petite bulle, tu vas dire non, ça j'en veux pas, c'est pas mon truc, j'en veux pas. Soit au contraire, ça va te faire un mind blown et puis tu vas te retrouver à dire oui, c'est exactement ce que je voulais faire, simplement parce que t'avais jamais eu l'idée. C'est un truc que si t'avais été au contact avec d'autres cultures, tu ne pouvais pas avoir cette idée si tu n'avais pas été au contact avec une autre culture. Et typiquement, pour les Eldar, principalement pour les plus jeunes, qui vont rencontrer des terriens, ça va faire un choc. Et c'est pour ça d'ailleurs en fait que Ardania, cette planète où il y a déjà des terriens avant le choc terrien, est une sorte de creuset musical absolument invraisemblable où tout un tas de nouveaux genres, de nouveaux artistes pop de façon assez régulière. C'est parce que justement il y a des rencontres entre tout un tas de styles musicaux différents. Et des gens qui fondamentalement ont pas encore le formatage culturel suffisamment bien en place pour dire non, ça j'en veux pas. Voilà. Alors, du coup,
Alors je sais pas encore si je vais faire donc déjà je sais pas encore si je décide de commencer à faire cette alternance de une semaine sur deux pour les deux streams à partir du mois prochain, ou si je fais ça plus tard, ou si je décide de reporter ça en 2026. Du coup, je sais pas encore si il va y avoir un stream le mois prochain, la semaine prochaine, qui est en fait effectivement le mois prochain, puisqu'on sera déjà le 2 octobre. Ça dépend un petit peu de si j'arrive à avancer sur les trucs là, sur l'écriture des différents textes. Pas impossible. Ah, ça reste à voir. Et puis le truc, c'est que ça concerne pas le stream Erdorin, ça concernera le stream Radio Erdorin. Le vendredi 10 octobre, je serai à Lyon, donc je pourrai pas streamer. Donc que vous le sachiez déjà. Mais je pense en tout cas que la semaine prochaine, on aura de nouveau le stream, le 2 pour JDR et le 3 pour la musique. D'autant que samedi prochain, donc après-demain, j'ai un concert, donc il y aura probablement un débrief à chaud du concert de samedi passé, enfin de ce samedi, du samedi passé pour dans une semaine, je me comprends. C'est le bordel dans ma tête, mais je me comprends. Voilà. Et du coup, tiens, il y a ma petite lampe, ma petite découpe là à côté qui vient de claquer. J'aurais dû la recharger. C'est un peu de ma faute. Mais bon, de toute façon, on va finir ce live avec un dramatic lightning. Je vais vous souhaiter une bonne soirée en tout cas pour la suite. Et puis pour ceux qui s'intéressent à des choses bruyantes, il y aura donc un live demain, Radio Erdorin, où je vais parler de tout un tas de vieilleries que j'ai récupérées à gauche à droite. Ça sera un peu un stream spécial vieillerie, et puis discuter un petit peu de différents projets autour de Radio Erdorin. Mais dans l'intervalle, en tout cas à la semaine prochaine, je pense que gardez un œil quand même sur le truc, mais en toute théorie, il y aura de nouveau un live la semaine prochaine. Et puis passez une excellente soirée. Merci d'avoir été présent. Merci de vos retours. Et puis à tout bien. À tout bien. Bref, vous m'avez compris. À plus. Bye.